Monsieur, bonjour, bienvenue à cette réunion publique d'information et de concertation du PAPI 3, le prochain plan d'action et de prévention des inondations des bassins versants de l'Aude, de la Barre et du Rieux. Nous sommes en direct du plateau Colidé, le plateau de concertation Colidé à l'Ethics Village, le siège social et tiers-lieu du cabinet Ethics Group que j'ai le plaisir de représenter et qui a l'honneur d'accompagner le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, le SMAR, dans la concertation de son PAPI avec nos amis et partenaires du bureau d'études SCE qu'on retrouvera tout à l'heure, Audrey et Yann, que je regarde, qui sont déjà installés. Cette réunion est en format 100% digital et elle concerne le grand public, qui est très important pour faire ce projet, un projet partagé et de territoire. Je salue également les élus qui sont en ligne avec nous à distance ce soir. Avec nous sur le plateau aussi le président du SMAR. Bonjour Eric Mélassi, également Bonjour. Maire de Trèbes. On reviendra tout à l'heure vers vous pour introduire cet événement. Rapidement, le programme de la soirée. Nous rappellerons en première partie les compétences du SMAR sur le territoire. Nous ferons le point sur le bilan à mi-parcours du PAPI 2. Et puis ensuite, nous présenterons le PAPI 3. Et puis, nous nous poserons la question de savoir ce que l'on peut faire en tant que citoyen pour lutter contre les inondations. Le dernier temps fort de cette soirée sera la concertation en elle-même autour des actions concrètes et prioritaires à mettre en œuvre sur le territoire. Vous serez alors répartis en sous-groupes virtuels avec des animateurs. Avant de commencer, quelques rappels simples. J'ai pris plein de notes ce soir. Quelques rappels simples des règles auxquelles vous êtes tous habitués. Pour protéger la qualité sonore de nos échanges, veillez, et on vous remercie, de garder vos micros coupés. Si vous souhaitez intervenir, il suffit de lever la main. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions en direct par SMS en envoyant vos messages au 06 34 03 60 08 par SMS, vos questions, vos remarques. Voilà, vous savez tout. Sans plus attendre, je passe la parole au président du SMAR, monsieur Eric Mélassi. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux sur cette réunion virtuelle. J'ai envie de vous saluer bien sûr, mais aussi de vous dire combien il était important pour nous de poursuivre cette démarche participative, initiée depuis de longs mois déjà, d'abord avec les élus, ensuite avec quelques personnalités qualifiées, aujourd'hui avec nos concitoyens. Construire un PAPI, c'est une affaire collective, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Vous savez tous que le changement climatique nous impacte d'une manière très violente depuis ces dernières années et malheureusement, ce changement climatique aura des incidences sur nos territoires. Il est donc de notre responsabilité de pouvoir anticiper au mieux ce changement et faire en sorte que ce PAPI soit co-construit avec des acteurs de terrain de façon à ce qu'il soit ce que nous voudrons qu'il soit, tous ensemble, dans des échanges, je l'espère, fructueux, riches, et qui nous permettront d'élaborer un programme ambitieux au fil du temps. Voilà, je vous remercie par avance. Je suis certain que ce moment va être important pour vous. N'hésitez pas à pouvoir communiquer. N'hésitez pas à intervenir. Il est important pour nous que nous puissions avoir ce ressenti du terrain pour que nous puissions présenter un PAPI novateur dans une vraie continuité, surtout un PAPI ambitieux. Voilà, merci par avance pour votre implication. Voilà, un PAPI novateur et ambitieux. Merci Eric Mélassi, président du SMAR. On retrouve tout de suite Jean-Marie Aversinck, directeur général du SMAR, en présence de Gilles Schmitt d'Ethics Group. Bonne soirée. Bonjour à tous, bonjour Jean-Marie. Bonjour. Donc on va déjà parler un petit peu du SMAR, qui est un acteur prépondérant de la prévention inondation sur le territoire. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quel est le rôle du SMAR sur le territoire de l'Aude ?
En 2 mots, le SMAR, c'est un syndicat mixte d'aménagement des rivières qui a pour vocation de travailler à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations aux côtés des syndicats de rivières. Donc nous sommes, je dirais, à l'initiative de cette compétence pour mettre en œuvre des projets de prévention contre les inondations et de gestion des milieux aquatiques. 2 compétences, du coup, on l'a bien compris, la gestion des milieux aquatiques et la prévention inondation. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit peu en vidéo quelles sont les compétences. Avec grand plaisir. Des actions donc, qui vont bien au-delà de la prévention inondation, on vient de le voir. Mais ce sujet des inondations, c'est le sujet qui nous réunit ce soir. Et on va travailler sur la partie d'élaboration du PAPI 3. Qui dit PAPI 3, dit PAPI 2. Et je reviens un petit peu en arrière, PAPI 1, élaboré dès 2006. Effectivement, ces PAPI, ce sont des outils importants pour mettre en œuvre un certain nombre d'opérations. Mais c'est surtout un outil au service d'une politique globale. Politique globale à la fois sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention, protection des inondations. Mais là, aujourd'hui, nous sommes sur le PAPI. C'est une longue histoire, les PAPI dans le département et sur notre territoire, puisque un PAPI 1 en 2006 en réponse à la crue de 1999. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans la seconde génération des PAPI, avec malheureusement des épisodes dramatiques qu'on a eu à vivre en 2018 et 2020. Et puis aujourd'hui, on construit le plan d'action qui nous permettra d'aménager notre territoire dans les années futures et notamment dans les années 2023-2028. Ce plan d'action, il doit être couplé notamment à un entretien des cours d'eau. Cet entretien des cours d'eau, c'est aussi un pan des compétences du SMAR et un très gros pan. Ce que je te propose, c'est de nous en dire 2 mots avant qu'on visionne un petit film. Effectivement, j'évoquais une politique globale qui repose aussi sur l'entretien des cours d'eau que mènent nos syndicats au plus près du terrain. Donc c'est important de corréler et de comprendre que cette politique, elle est une et indivisible. Du coup, on peut passer le petit film de l'Agence de l'eau, qu'on l'on remercie par ailleurs.
de solidarité, ces notions de bassin versant, ce sont des notions qui sont au cœur du PAPI. Et ce que je te propose, c'est qu'on prenne un petit peu le temps pour se pencher sur le bilan à mi-parcours du PAPI 2. Jean-Marie, avant de parler du bilan, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le PAPI, comment il est décomposé pour que ça fasse une politique globale contre les inondations ? Effectivement, le PAPI, c'est un programme d'aménagement et de prévention contre les inondations. Ce programme résulte d'une politique globale, on l'évoquait tout à l'heure, mais c'est surtout basé sur 7 axes de travaux qui sont cohérents les uns par rapport aux autres. Et ces 7 axes de travaux sont le fruit d'une nomenclature nationale, je dirais. Donc, l'intérêt de travailler sur ces axes-là, c'est de vraiment avoir une vraie cohérence d'ensemble de notre politique, tout comme nous avons une cohérence avec la gestion des milieux aquatiques. Donc on voit que ça concerne aussi bien la sensibilisation, les travaux que les études. C'est quelque chose de très 360, très global. Très global, et c'est ce qui fait la richesse de ce genre de démarche, c'est vraiment de travailler sur l'ensemble des axes pour enrichir notre territoire d'outils et réduire ainsi le risque d'inondation sur notre territoire. Ce PAPI 2, il a été initié dès 2015 et on voit que de premières actions se mettent en place sur le territoire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, vu qu'on est à peu près à mi-parcours du PAPI 2 ? Alors effectivement, mi-parcours, voire bien plus, c'est un PAPI qui aura débuté en 2015. Malheureusement, on a eu à subir en 2017, 18, 20 des inondations qui nous auront impactés et à partir desquelles nous avons su ou tenté de prendre en compte l'impact de ces inondations pour améliorer, amender notre PAPI. Et donc effectivement, nous avons pu réaliser un certain nombre d'opérations, notamment liées à l'efficacité des ouvrages hydrauliques, puisque notre PAPI est un programme qui nous permet de construire des ouvrages, qui nous permet également de travailler aux côtés des maires ces fameux plans communaux de sauvegarde, de lancer des études nouvelles, notamment post-crue 2018 et 2020. Donc c'est un ensemble de démarches qui nous auront permis et qui nous permettent encore aujourd'hui de travailler à une adaptation de notre territoire au risque d'inondation. Ce que je te propose, c'est qu'on va revenir plus en détail sur les actions mises en place sur le territoire, mais que sur le bilan global, on visionne un petit film qui nous permette un petit peu de situer sur le territoire ce qui se passe.
Donc, tu le rappelais, Jean-Marie, on est à un peu plus qu'à mi-parcours de ce papy. On entame la deuxième mi-temps. Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama des actions qui sont mises en place sur le territoire et on reviendra ensuite sur certaines actions qui concernent davantage le grand public? Alors, rapide panorama sur l'état d'avancement de notre papy 2. Donc, j'évoquais la nécessité de travailler au plus près du terrain sur la construction d'ouvrages hydrauliques et on verra quelques exemples par la suite. Les plans communaux de sauvegarde, donc outils chers aux maires pour assurer la gestion de crise. L'adaptation de notre territoire à travers les nouvelles études que nous menons post-crue de 2018 et 2020. Évidemment, poursuivre cette acculturation de tous les publics, élus, grand public, jeunes publics, à travers des sessions de formation, de sensibilisation. On verra tout à l'heure quelques images sur l'équipement de cours d'eau et puis la réduction de vulnérabilité que j'aurai le plaisir de vous expliquer tout à l'heure en détail. Le grand public sur le territoire, quelles sont les actions qui sont visibles pour lui, peut-être par exemple en termes de sensibilisation pour commencer? Mais effectivement, c'est un pan nécessaire de notre action que de sensibiliser l'ensemble des publics au risque inondation. Donc nous développons un certain nombre de démarches au plus près des classes scolaires, que ce soit les primaires ou les secondaires. Nous avons développé aussi un programme de formation pour les nouveaux élus afin de leur faciliter la prise de fonction, notamment et d'appréhension de la compétence GEMAPI. La pose des repères de crue est quelque chose d'essentiel dans la mesure où cela entretient la culture du risque, cela entretient la mémoire du risque. Et puis cette exposition que nous avons développée qui permet d'acculturer là encore l'ensemble des publics qui peuvent visionner cette exposition. Autre élément très tangible pour le grand public, cette application smartphone. Alors une application qui, on est très créatif, donc smartphone, c'est une application qui permet par la géolocalisation de votre adresse de connaître votre niveau d'exposition au risque inondation. Donc c'est quelque chose, c'est un outil très pratique pour, si vous voulez acheter, vendre un bien, vous savez instantanément si vous êtes soumis au risque inondation. Donc ça c'est relativement précieux comme application. Et donc ce sont des outils que l'on met à la disposition du public pour améliorer leur connaissance sur le risque inondation. Autre élément vraiment tangible, vraiment visible sur le territoire, les capteurs, les pluviomètres dont le SMAR développe un réseau. Effectivement, nous développons un réseau aux côtés de celui de l'État, c'est-à-dire qu'on a développé de façon très complémentaire et en lien étroit avec l'État et le service de prévision des crues, donc tout un maillage de capteurs, que ce soit des capteurs sur les cours d'eau ou des pluviomètres, pour améliorer en temps réel la connaissance de notre réseau hydrographique. Et ce réseau-là remonte sur une interface graphique, donc une application qui s'appelle Shiva et qui permet de connaître en un coup d'œil à la fois la pluviométrie en temps réel sur notre bassin versant, mais aussi le débit, les hauteurs des cours d'eau, par la simple remontée du flux, notamment de Vigicru et de nos propres stations. L'action du SMAR sur le territoire, ce sont aussi des ouvrages, des travaux de protection. Et là, de façon assez naturelle, on en vient à parler de la digue de Salelles. Alors, digue de Salelles, importante, c'est quelque part un exemple qui illustre la globalité de la politique qui est menée par le SMAR et ses syndicats de rivière. Oui, la construction d'ouvrages est une réponse opérationnelle au plus près du terrain pour assurer la protection des populations. On voit là, à travers l'exemple de Salelles, qu'une digue de plus de 2 km de long assure la protection de 1200 personnes pour un coût relativement important, 5 millions d'investissements. Mais on a pu chiffrer qu'en 2018, cet investissement avait quasiment été rentabilisé. J'aime pas trop le terme, mais ce sont presque 3 millions d'euros de dégâts évités
qui ont été grâce à cet investissement. Globalement, on a fait un calcul. En 2018, à travers l'exemple de Salel, l'exemple des digues de Cuxac et d'autres bassins écréteurs, ce sont environ 10 millions d'euros de dégâts évités grâce à cette politique d'investissement ambitieuse sur les ouvrages hydrauliques. Ces réalisations, elles vont se poursuivre jusqu'en 2022, date du passage au PAPI 3. Et ces actions, elles vont aussi venir nourrir ce PAPI 3. Et on va vous proposer maintenant un temps qui sera un petit peu plus dédié au PAPI 3. Jean-Marie, le PAPI 3, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a de différent entre le PAPI 2 et le PAPI 3, à part ce chiffre qui change? Alors, effectivement, on est dans la continuité entre un PAPI 2 et un PAPI 3. Il y a une forme de continuité. Pour autant, je crois qu'il y a eu une vraie prise de conscience liée, le président l'évoquait tout à l'heure, liée aux effets du changement climatique, à cette accélération que l'on subit et qui s'impose à nous. Et donc, on se doit d'être responsable et d'être à l'heure de ces effets-là. Et donc, notre PAPI 3 prendra, en tout cas, sera quelque part un outil de travail qui nous permet de nous adapter aux effets du changement climatique. L'autre aspect un peu novateur, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est cette forme de concertation importante parce que on a souhaité que notre PAPI ne soit pas juste le fruit d'une réflexion technique, mais plutôt le résultat d'une concertation, d'une consultation, que ce soit l'affaire de tous. Dans le cadre de cette concertation, on a essayé de vulgariser au maximum ce qu'était ce PAPI et on a essayé de résumer dans un petit film ce qu'est ce PAPI 3. Les inondations survenues dans l'Aude ces dernières années ont provoqué d'importants dégâts humains, matériels et environnementaux. La force et la fréquence de ces événements, renforcés par les effets du changement climatique, ont conduit dès 2002, sous l'impulsion du département et de l'État, le SMAR et ses syndicats de rivières à mettre en place une politique globale de gestion des inondations et des milieux aquatiques. Sur le volet inondation, elle se concrétise via le programme d'action de prévention des inondations, aussi appelé PAPI. Son objectif, mettre en cohérence, au nom de l'intérêt général, les actions et les acteurs du bassin versant de l'Aude pour réduire les conséquences néfastes des inondations sur les hommes, les biens, les activités économiques et l'environnement. Concrètement, ce PAPI, c'est quoi? C'est un programme d'action pour la prévention des inondations et de solidarité territoriale composé de 7 axes d'études et de travaux. Ce programme vient en complément des actions de gestion des milieux aquatiques, telles que la restauration et l'entretien des rivières, menées par le SMAR et ses syndicats, qui contribuent à la réduction du risque et à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau. Études et travaux, campagnes d'information ou d'équipement, sont autant de réalisations concrètes qui viennent non pas supprimer le risque, mais le réduire et nous apprendre à mieux vivre avec. Depuis 2006, le SMAR et ses syndicats de rivières ont mis en œuvre 2 PAPI, qui ont démontré une réelle efficacité, malgré le traumatisme et l'ampleur des dégâts qui nous ont frappés. Dans cette continuité, s'engage désormais l'élaboration d'un 3e PAPI. Il fera l'objet d'une large concertation avec l'ensemble des partenaires, associations, financeurs, chambres consulaires et le grand public. Au programme, des réunions d'information et d'échange, une plateforme de concertation ouverte à tous, pour un projet partagé et solidaire. Soyons tous acteurs de notre propre protection contre le risque inondation. Jean-Marie, on retrouve dans ce petit film nos 7 axes qui permettent d'avoir cette vision globale du risque inondation. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce qui est mis en place en fonction des différents axes ? Donc en quelques mots, c'est cet axe, je le répète, c'est vraiment l'illustration de la cohérence d'ensemble d'une politique. Et quand on présente ces 7 axes, j'ai l'habitude de dire que les axes 1 et 2 et 3
sont ceux qui nous permettent de préparer la gestion de la crise, c'est-à-dire qu'il nous faut apprendre à connaître ce risque, à surveiller, mettre en place les outils de surveillance et de prévision, et puis de travailler à la gestion de la crise. Donc ça, c'est un temps fort de notre PAPI sur les axes 1, 2 et 3. Les axes 4 et 5, ce sont des axes sur lesquels on souhaite fortement se mobiliser. C'est des axes un petit peu novateurs. On est surtout dans un changement de pratique. Un changement dans le sens où ces axes-là viennent non pas en curatif, mais en préventif. Parce qu'il faut prévenir d'abord le risque et donc l'intégrer dans les stratégies d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Il faut aussi travailler au plus près des enjeux, au plus près des besoins, au plus près des habitants, sur la réduction du risque. Donc ça, c'est vraiment un axe, des axes forts qui seront confortés dans ce PAPI 3. Et puis, classiquement, les axes 6 et 7 sont les axes qui nous permettent de réaliser les fameux ouvrages hydrauliques, les bassins, les digues, qui sont si importants. Donc, c'est des axes relativement classiques, mais lourdement dotés, je dirais. Ce PAPI 3, c'est aussi un projet de long terme qui va débuter en 2023, qui va s'échelonner jusqu'en 2028. Est-ce que tu peux nous donner les différentes phases un petit peu de ce projet, en commençant peut-être par celle qu'on vit aujourd'hui dans le cadre du diagnostic ? Effectivement, un PAPI, c'est un marathon que l'on mène. C'est un marathon parce que on a débuté à la fin des années, en début d'année, là, en 2021, par un diagnostic. On poursuit aujourd'hui par ces phases de concertation. Ça nous amènera à l'été à définir une stratégie, un plan d'action, de telle sorte que l'on puisse à nouveau revenir vers les élus, à nouveau revenir vers la population, les personnes associées en fin d'année. Et donc, nous déposerons le PAPI en 2022 pour une année d'échange avec les services de l'État et les ministères, de telle sorte qu'on puisse signer notre PAPI 3 en 2023 et être à l'heure des engagements que nous avions pris. Le PAPI 3, c'est aussi de la concertation. Cette concertation, elle a déjà démarré il y a quelques mois. On a rencontré plus de 200 élus il y a quelques semaines. Ce matin, on a passé la matinée avec les partenaires. Ce soir, avec le grand public. Eric, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as voulu, ce que le SMAR a voulu en termes de projets partagés, de concertation ? En fait, ce que nous avons souhaité, c'est partager une réalité. Cette réalité, c'est que le changement climatique est l'affaire de tous. Et pour ce faire, nous devions, au travers de cet engagement partagé, pouvoir associer le maximum de personnes, que ce soit des élus, des techniciens, des personnalités qualifiées, mais aussi le grand public, pour que tout le monde prenne conscience que ce PAPI va être une co-construction et qu'il va ressembler à nos territoires. Nous avons une chance formidable dans notre beau département de l'Aude et les départements qui sont voisins, d'avoir une diversité de territoires. Cette diversité, c'est à la fois une formidable opportunité, mais c'est aussi un risque majeur pour notre territoire, avec des spécificités extrêmement différentes en fonction des territoires. Et nous devons nous adapter pour co-construire un programme ambitieux, un programme qui va être individualisé, en fonction des secteurs géographiques. Et pour ce faire, je compte vraiment sur votre participation pour que ce PAPI vous ressemble, pour que ce PAPI nous ressemble et puisse être à la hauteur des enjeux qui sont devant nous et Dieu sait s'ils sont nombreux. Tu nous dis toujours que le PAPI sera ce qu'on veut qu'il soit. Je pense que c'est bien résumé et c'est un peu l'esprit de cette concertation. Esprit de cette concertation qui mixe à la fois des réunions publiques, de l'information, des plaquettes, des lettres d'information qui ne vont pas tarder à sortir, et aussi une plateforme de participation sur Colidé. On a un espace qui est dédié en effet au PAPI et sur lequel tout à chacun peut venir s'exprimer sur le projet. On va maintenant passer au diagnostic qu'on souhaite partager avec le grand public. Ce diagnostic, il mixe à la fois des éléments techniques et des éléments de perception.
Bonjour Audrey, bonjour Yann. On va réserver cette grande partie à un petit peu parler du diagnostic du territoire. Diagnostic qui est l'objet de plusieurs sources. On a essayé de croiser les visions des élus, vision des intercommunalités. Jean-Marie, est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, un petit peu de la méthodologie avant qu'on passe au diagnostic ? Et effectivement, en quelques mots, comment on a construit ce diagnostic, finalement, on s'est appuyé à la fois sur le bilan des actions que l'on avait menées et que l'on mène encore. Et puis, on a démultiplié, malgré les conditions actuelles, les rencontres avec les élus au niveau des syndicats, au niveau des communes, au niveau des intercommunalités. Nous avons aussi développé un certain nombre d'outils, notamment des questionnaires, un sondage, 600 personnes, donc un panel représentatif de la population et des territoires ont bien voulu se prêter au jeu du sondage. Donc vous voyez, ce diagnostic, c'est quelque part le reflet de la perception, tu le disais, du risque inondation sur notre territoire. Le PAPI intègre 3 types d'aléas, Yann. Un type d'aléa sur le débordement des cours d'eau, un type d'aléa sur l'inondation par le ruissellement et aussi un aléa par submersion marine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est de ces aléas ? Oui, merci Julie. Oui, donc 3 types d'aléas. Et un premier focus sur le débordement de cours d'eau, qui est peut-être l'aléa le plus connu par tous, et notamment le plus connu par rapport aux événements récents et historiques, à savoir la crue de 99, donc, qui a vu la naissance de ces programmes d'action, ces PAPI, et qui a affecté essentiellement l'est du bassin versant. La crue de 2018, plus récente, donc une crue différente de celle de 99. On a des crues de plaine, typiquement celle de 99 était une crue de plaine, une crue qui a vu des événements pluvieux de plusieurs jours, alors que la crue de 2018, on est sur un événement intense et qui est plutôt de type torrentiel. Juste quelques chiffres et quelques indicateurs. 90% du territoire, 90% des communes de ce périmètre de ce PAPI qui sont affectées par le risque inondation, débordement de cours d'eau. Et un autre chiffre, c'est 100 communes également qui sont affectées pour des événements qui sont dits fréquents, c'est-à-dire qu'on retrouve fréquemment. Donc on voit bien que c'est un phénomène qui est généralisé sur ce périmètre et qui explique bien le pourquoi de ces PAPI. 90 000 habitants en zone inondable, 50 000 emplois, 1200 équipements publics. Donc on voit l'ampleur, on va dire, des enjeux affectés par le débordement de cours d'eau. Un autre focus sur le ruissellement. Alors le ruissellement, on est sur un aléa qui est différent, qui est typique, on va dire, par rapport à sa caractéristique. On n'est pas en présence de cours d'eau ou de fossés, on est sur une circulation diffuse de l'eau liée à un événement orageux, souvent intense, rarement prévisible. Et on est aussi sur un événement qui affecte l'ensemble du bassin versant. 80% des communes, c'est juste ce chiffre à retenir, sur le périmètre du PAPI 3, qui sont vulnérables au risque d'inondation par ruissellement. Et 10% des constructions à usage d'habitation, qui sont potentiellement affectées par ce risque. Donc on voit bien qu'on est aussi sur un aléa qui affecte l'ensemble des communes, des plus rurales aux plus urbaines, et l'ensemble du territoire, des zones plus montagnardes aux zones de plaine. Et enfin, ce dernier aléa, qui là concerne vraiment la frange littorale, sur la submersion marine, et qui concerne essentiellement 7 communes, avec les plus affectées qui sont Port-la-Nouvelle, Gruissant et Narbonne. Et on est sur des territoires qui finalement ont une forte attractivité touristique, potentiellement 75 000 touristes en zone inondable, même si la population permanente en zone inondable est un peu moins importante par rapport à ce qui est débordement de cours d'eau. Yann, c'était important qu'on revienne sur ces 3 types d'aléas pour avoir un petit peu une photo technique du risque sur le territoire. Mais ce diagnostic, il a aussi été fait par thématiques. Des thématiques qui vont de la connaissance, de la conscience du risque, à la communication, à la gestion de crise, à l'urbanisme. Et c'est ce qu'on va vous proposer de découvrir dans les prochaines slides. On va commencer sur la partie connaissance et conscience du risque. On voit en effet que la conscience du risque est très prégnante sur le territoire, j'imagine, de par son histoire, et notamment suite aux dernières crues. Donc cette perception du risque est assez élevée à la fois chez les élus et chez les habitants. C'est ce qu'on a retiré de la partie du sondage. Et ce qu'on a vu aussi à travers ce sondage,
c'est que bien qu'il y ait ce risque, les répondants se sentent suffisamment protégés face au risque inondation. Ils se sentent protégés en cas d'inondation. Ils semblent connaître les risques sur le territoire. Il y a aussi une bonne connaissance, notamment des habitants, sur leur localisation ou non en zone inondable. Mais par contre, nuance, puisqu'ils ne savent pas toujours quel est leur niveau de risque. On l'a vu, la connaissance du risque, elle se fait aussi via les documents, notamment ce qu'on appelle les PPRI, qui sont bien ancrés sur le territoire. Par contre, on a d'autres documents, tels que les DICRIM. Peut-être tu peux nous dire ce que c'est un DICRIM, Jean-Marie ? C'est un document d'information sur les risques majeurs communaux. Donc, c'est finalement la Bible des documents de l'exposition aux risques majeurs dans une commune. Donc, du coup, c'est des crimes qui sont un petit peu moins implantés sur le territoire et des documents d'urbanisme qui ne prennent pas toujours en compte le risque inondation. Par contre, ce qu'on a vu, et c'est pour ça qu'on en a fait un axe ou un fil rouge dans le cadre de ce diagnostic du PAPI, c'est que le changement climatique est bien identifié comme un facteur d'aggravation du risque inondation. Vous êtes près de 75% à avoir identifié ce changement climatique et ses impacts. Et ce qu'on a pu voir lors de nos différentes rencontres, lors de différentes réunions, c'est que sur le territoire, on avait aussi des acteurs qui étaient relativement récents, des élus qui se sont renouvelés, de la population qui s'est renouvelée et qui étaient de fait un petit peu moins préparés au risque inondation. Ce diagnostic, il a permis de mettre en exergue des propositions qui sont de renforcer la pédagogie et l'information auprès de toutes cibles, pas uniquement des cibles captives, et d'introduire dans ces cibles aussi bien les élus que les touristes, et de pouvoir faire que cette information elle soit le plus accessible possible. Il est là le réel enjeu en termes de sensibilisation. Et on le disait tout à l'heure, que cette sensibilisation, elle intègre vraiment le changement climatique. Sur la partie communication et sensibilisation, donc là, on voit que le niveau d'information globale sur le territoire, il est assez bon. Près de 6 habitants du territoire sur 10 déclarent qu'ils sont bien, voire très bien informés. Ils connaissent bien les comportements adoptés en cas d'inondation, mais par contre, on se rend compte que cette information, elle se fait de manière assez empirique, soit par le bouche à oreille, soit par le cercle familial. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que l'échelle communale, l'élu, le maire, est très souvent identifié comme l'ambassadeur du risque inondation sur son territoire. Puisqu'en fait, il existe de très nombreux acteurs sur le territoire et que cette chaîne un petit peu de compétences, cette synergie d'acteurs, des fois, elle en vient à générer un petit peu de la confusion. Pour ce qui est du PAPI en tant que tel, si les gens connaissent assez bien ce qui est de l'ordre de la prévention inondation, ils n'identifient pas toujours ce que c'est le PAPI, au moins pour les habitants. Les élus, eux, connaissent assez bien le PAPI et son contenu. Et surtout, ce qu'ils ne connaissent pas, c'est quel est le rôle spécifique de chaque acteur dans le PAPI. En termes de propositions, ce qui est ressorti, c'est vraiment de se donner de la visibilité sur les actions qui sont intégrées au PAPI, y compris la vision financière. C'est vrai qu'on parle souvent de sensibilisation, mais avoir cette donnée financière, de bien clarifier le rôle de chacun et de mettre en évidence les synergies qui relient ces acteurs, et toujours de mieux cibler cette communication et d'aller en proximité, en communication de proximité, de terrain. Merci Julie. Donc j'enchaîne avec quelques éléments qui aussi sont ressortis de l'ensemble de la concertation, notamment tout ce qui va concerner la gestion de crise. Alors en termes de diagnostic, on met en évidence une nouvelle fois que la commune est vraiment l'échelon essentiel. Voilà, un habitant qui se retrouve confronté à un risque d'inondation va rapidement se retourner vers sa commune, vers son élu communal pour savoir quoi faire et comment gérer cette crise et ce risque. Dans la même lignée, les plans communaux de sauvegarde, les PCS, ce sont vraiment des outils qui sont très largement déployés sur le territoire et sur lesquels
les acteurs se fondent et s'appuient pour gérer cette crise. En termes d'alerte, il a été constaté et partagé qu'il y a pu y avoir des dysfonctionnements. Donc certes, il y a eu une amélioration dans les outils qui peuvent être déployés, mais on sent une nécessité d'aller plus loin, peut-être dans ce déploiement et cette information auprès de ces outils déjà mis en place. Ensuite, un certain manque d'opérationnalité aussi a pu être mis en évidence, comme le disait Julie, peut-être sur la chaîne d'alerte, le qui fait quoi, savoir de manière très opérationnelle et pragmatique qui intervient au moment de cette crise. Et puis enfin, des réseaux et des infrastructures qui sont vulnérables et non résilients, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des crises, une gestion de crise où le réseau d'information télécom ne va plus fonctionner et donc la communication entre les acteurs ne peut pas se faire pour gérer cette crise. Il y a aussi un élément là à prendre en compte dans cette gestion de crise. Des propositions mises en évidence, améliorer du coup cette organisation entre les acteurs et cette chaîne de décision, mettre en place et déployer des outils qui sont adaptés, parfois avec des particularités sur certains territoires. La commune rurale en amont et la commune plus urbaine en aval n'ont pas forcément toujours les mêmes besoins et les mêmes outils pour gérer cette crise. Intégrer un risque ruissellement de plus en plus important et prégnant. Renforcer des exercices de gestion pour être assez efficient dans une gestion de crise. Il faut aussi s'exercer à ce cas. Et enfin, poursuivre la formation des élus et puis rendre donc plus fonctionnels ces réseaux qui sont indispensables à gérer cette crise. Alors, une deuxième thématique qui est ressortie fortement, c'est bien sûr, c'est un des axes du PAPI, le risque et l'urbanisme. Quelques éléments de constat. Cette compétence urbanisme, c'est-à-dire où construire demain, comment aménager son territoire, c'est encore une nouvelle fois l'échelle communale, l'échelle de votre commune qui est vraiment prégnante. Sur d'autres territoires, cette échelle est gérée à plusieurs communes, mais ici, on voit qu'encore une fois, la commune est très importante. Un document dont on a parlé, les plans de prévention du risque inondation, PPRI, c'est le socle réglementaire pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire en termes d'urbanisation. Et ça, c'est bien déployé, mais on voit aussi un besoin d'aller plus loin dans la prise en compte de l'inondation dans ces documents. Et enfin, dans les constats, concilier aussi les difficultés à concilier dans les centres anciens ce risque inondation, où on est confronté en fait à un certain nombre de contraintes qui font qu'on a des difficultés à travailler sur le maintien ou le développement de l'urbanisation sur ces secteurs en particulier. Dans les propositions, quelques éléments mis en évidence, la mise à jour des documents d'urbanisme nécessaires avec une plus forte intégration du risque inondation. On progresse dans la compréhension, dans la connaissance de ce risque, ce qui veut dire derrière que cette connaissance doit être intégrée dans les documents d'urbanisme. Augmenter aussi l'accompagnement par le SMAR auprès des collectivités. Le SMAR est un acteur majeur sur, bien sûr, le PAPI, les inondations, la gestion des milieux, mais on voit des liens encore pour rapprocher cette compétence avec les compétences portées par les collectivités sur l'urbanisme. Enfin, travailler sur la recomposition spatiale et intégrer le risque de submersion marine. Une troisième thématique concerne la gouvernance. Alors, cette gouvernance concernant le territoire audois met en évidence que le SMAR, il est bien connu des élus sur son territoire d'action. Par contre, il n'est pas du tout connu du grand public. Et on voit la nécessité aussi que ce grand public comprenne quel est cet acteur, quelles sont les actions qu'il porte, pour mieux aussi appréhender l'inondation vécue sur le territoire. Et un deuxième constat concerne la gestion du fleuve Aude. La particularité, c'est que le fleuve Aude appartient au domaine de l'État, donc il est géré par les services de l'État. Et aujourd'hui, c'est plus les acteurs du territoire tels que le SMAR qui ont les manettes. Et il faut trouver en fait le bon équilibre pour que cette gestion puisse se faire entre ce fleuve qui est domanial, qui appartient à l'État, et des acteurs du territoire qui ont les manettes pour travailler sur cette gestion de fleuve et ces inondations. Quelques propositions. Accroître du coup les liens entre le SMAR et les communes, intercommunalités.
renforcer la solidarité amont-aval. C'est un socle pour le territoire audois. Qu'on soit une commune très en amont, en montagne, ou une commune très en aval, à proximité de la mer, on va chercher à ce qu'il y ait cette solidarité, parce que comme on a pu le voir tout à l'heure, tout le monde est touché par ce risque inondation. Et enfin, la prise en compte aussi de communes plus rurales. Yann, je te laisse la parole pour la suite. Merci Audrey. Donc juste quelques derniers constats, et notamment sur le ruissellement, confronté au diagnostic technique. Les acteurs du terrain nous ont fait remonter que c'est un phénomène qui concerne et impacte l'ensemble du territoire, avec la particularité d'une méconnaissance de cet enjeu et en fort lien avec le changement climatique, et qui porte donc des dégâts qui sont croissants. Donc en termes d'action, les actions qui sont remontées, c'est d'accroître et partager cette connaissance sur l'aléa ruissellement, mais aussi d'aller travailler avec les acteurs agricoles dans cette gestion du ruissellement. En termes de réduction de la vulnérabilité, donc là juste quelques mots sur ce qu'est la réduction de la vulnérabilité. On parle ici de dispositifs individuels de protection des habitations ou des entreprises. Donc ça peut être des bâtards d'eau par exemple. Donc des actions qui sont largement portées dans le PAPI 2, mais qui vont être à renforcer aussi dans le cadre du PAPI 3, avec un constat, la complexité finalement de transformer l'essai entre les diagnostics. Il y a des études qui sont portées et financées par le SMAR et ses partenaires sur ces diagnostics individuels à l'échelle d'habitation ou d'entreprise. La complexité, c'est d'arriver à passer de ce stade diagnostic au stade travaux. Et donc, en termes de propositions, ce qui est remonté, c'est de s'appuyer sur les acteurs du territoire, et notamment les élus communaux, mais aussi les chambres de commerce ou d'autres acteurs pour un accompagnement aussi bien des particuliers que des entreprises à la réalisation de ces travaux. Et enfin, les deux dernières thématiques qui sont remontées. Le fort lien, on en a largement parlé, entre la gestion de l'eau et les milieux aquatiques, ce qu'on appelle la GEMA, et la prévention des inondations. Les acteurs, et d'ailleurs assez unanimement, ont fait remonter que l'entretien des cours d'eau ressort comme une action prioritaire pour la prévention des inondations. Et un déficit aussi également d'information, on y reviendra dans cette présentation, sur les droits et devoirs des riverains sur l'entretien des cours d'eau. Donc dans les actions issues des acteurs du territoire, continuer cet entretien des cours d'eau, une action largement portée aussi par le SMAR, et on l'a vu via le film de l'Agence de l'eau, redonner les espaces de bon fonctionnement, optimiser, améliorer ces champs d'expansion des crues. Et un dernier item qu'on a également partagé sur la gestion de crise, sur les infrastructures, aussi bien de télécommunications ou de transport, qui soient résilientes. Et là, c'est sûr qu'on doit travailler sur un diagnostic de la résilience de ces infrastructures pour une amélioration de cette résilience. Donc 6 ou 7 thématiques qui nous ont permis d'avoir un petit peu le panorama de ce diagnostic technique, et qui intègre aussi des éléments de perception. On va passer aux questions-réponses. Vous nous en avez envoyé quelques-unes, mais avant, Jean-Marie, est-ce que tu veux bien en 1 minute nous faire la petite synthèse, s'il te plaît, du diagnostic ? C'est un challenge. Un beau challenge que de résumer en 1 minute tout ce qui vient d'être dit. Effectivement, on se rend compte au quotidien qu'on va devoir intensifier, renforcer nos efforts collectifs sur tout ce qui relève de la gestion de crise, de la communication, de la culture du risque, cette acculturation au risque inondation que l'on doit partager entre différents acteurs, que ce soit les élus, le grand public ou les institutions, clairement intégrer de nouveaux risques, ou en tout cas des risques qui se font de plus en plus prégnants. On a parlé du ruissellement, demain la submersion marine. Et puis ces risques-là, il nous faut pouvoir désormais être dans une approche non plus curative, mais une approche réellement préventive, en intégrant ces risques-là dans les stratégies et les documents d'urbanisme. Par ailleurs, ça a été dit, et je pense que la vertu de cette réunion aujourd'hui, c'est de véritablement faire passer le message que le changement climatique, il y a un lien évident entre changement climatique et inondation, tout comme il y a un lien évident entre la gestion des milieux aquatiques et la prévention contre les inondations. Ce ne sont pas deux politiques distinctes, mais bien deux politiques qui sont cohérentes et coordonnées. Donc l'adaptation de l'urbanisation au risque inondation, oui, demain il nous faut peut-être imaginer des techniques de construction qui permettent d'intégrer ce risque et de rendre compatible avec le risque. Ça a été évoqué
Finalement, à la suite de la crue de 2018, on s'est vite rendu compte que les infrastructures de réseau, notamment téléphoniques, Internet, quand on passe 10 jours sans téléphone et que l'on doit se mettre en relation avec son assureur et faire les déclarations, ça devient très, très problématique. Donc là, il y a un vrai sujet d'amélioration dans le PAPI 3 que de rendre résilient. Ça devient un gros mot presque de parler de résilience, mais voilà, c'est mettre hors d'eau ces centraux téléphoniques et ces centraux Internet, ça devient un vrai enjeu, tout comme le partage de l'information sur la gestion des milieux aquatiques comme la prévention des inondations, partager l'information, la rendre accessible au plus près de nos concitoyens, c'est un défi de demain. Et je conclurai sur la gestion du fleuve, effectivement, ça a été dit. Je crois que ce soit en 2018 ou en 2020, on a pu se rendre compte, même avant, de la nécessité de se coordonner, État, SMAR, syndicats, sur la gestion de ce linéaire. Bon, il fallait un petit peu plus qu'une minute pour faire ce petit résumé. Je m'en excuse. On va passer au temps de questions-réponses. Je vous rappelle juste avant qu'on passe à la partie suivante que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par SMS. J'en reçois quelques-unes et du coup, on va les traiter maintenant. Première question qui est arrivée sur la tablette qui se trouve devant moi pendant qu'on faisait le diagnostic. Jean-Marie, quel est le rôle du maire dans la prévention inondation ? Écoutez, là aussi, c'est une vaste question. En tout cas, les différentes enquêtes et sondages ont démontré que nos concitoyens s'adressent prioritairement au maire, qui est l'élu de proximité de référence. Donc, le maire a une action, je dirais, essentielle dans la gestion de crise d'inondation, alors au titre de son pouvoir de police et autres, mais que ce soit à travers l'activation des plans communaux de sauvegarde, de la mise en sécurité des populations, c'est l'interlocuteur de proximité sur la gestion de crise d'inondation. Pour autant, quand on est avant la crise ou après la crise, le maire et les élus locaux ont une obligation d'information, notamment ce qu'on appelle l'information préventive sur les risques majeurs et donc le risque inondation. C'est une obligation que de consulter, informer la population sur les risques auxquels elle est exposée une fois tous les 2 ans. Ce sont quelques exemples auxquels se doivent de répondre par obligation les élus locaux. Merci. Avant de passer aux petits points territoriaux, je vois une question. Par quel biais le sondage a-t-il circulé ? Nous n'étions pas au courant. Écoutez, un sondage a été mis en place par un institut de sondage qui nous a a mené cette enquête pour le compte du SMAR et de la DDTM d'ailleurs, puisque c'est une action copilotée État et SMAR. Et donc, nous avons été destinataires d'un panel représentatif de 600 citoyens qui étaient répartis géographiquement sur l'ensemble du bassin versant. Donc, il y en a eu à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, en zone inondable, en zone non inondable, en zone urbaine et non urbaine. Enfin, donc, en maison, en appartement ? En appartement, à la campagne. Donc, c'est pas nous qui avons coché le nom, si c'est Madame Durand ou Monsieur Dupont qui était questionné, si c'est ça la réponse. Mais c'est une démarche, comme tout sondage, qui s'est menée, de mémoire, au mois de janvier-février. L'objectif, c'était d'avoir une photographie la plus claire du territoire. Et donc, du coup, ça s'est fait par ce sondage téléphonique avec, bien sûr, une nécessité de représentativité un petit peu exhaustive du territoire. Je vois aussi dans les questions qui arrivent des noms qui résonnent. La commune de Castan, Sigean, Cavanac, peut-être sûrement, mais même j'en suis sûre, des communes qui ont été touchées par les inondations et qui voudraient savoir où on en est dans le traitement de leurs éléments.
Alors effectivement, ça c'est des questions récurrentes. Et en tout cas, moi je comprends l'attente des sinistrés, des usagers, de nos concitoyens qui nous interpellent. Ça va pas assez vite, ça met trop de temps, c'est trop compliqué. Effectivement, que ce soit, on parle beaucoup de 99, 2018, 2020, mais il y a eu d'autres crues. 2014 sur l'Aber a été très, très, très significative. 2017, tout ça pour dire que nos études avancent. Avant d'arriver finalement à la phase de travaux, j'ai souvent l'habitude de dire que pour 3 à 6 mois de travaux, il y a 3 à 4 ans d'études préalables. Moi, presque, je le déplore tout autant que nos concitoyens, mais c'est un passage obligé. Et en tout cas, si on veut faire des bons travaux, il faut précéder tout ça d'études fiables et d'autant plus fiables que les effets du changement climatique, je le répète, sont complexes à appréhender et que on ne nous pardonnerait pas de nous tromper sur des aménagements que nous aurions réalisés ou mal réalisés. On parlait des études, justement. Il y a une personne qui nous demande si les études menées dans les différentes communes seront rendues publiques et comment. Mais bien évidemment, il n'y a rien de secret. Ces études, alors, à l'heure actuelle, nous en menons... je n'ai plus le nombre en tête, mais en tout cas, les élus au premier chef sont associés à l'élaboration de ces études et donc à travers les différentes phases de concertation, nous aurons bien évidemment soin de porter à la connaissance du grand public les résultats de ces études. Je vois une question qui me tient à cœur. Celle-là, sur toutes les communes ont-elles l'obligation de mettre des échelles de crue en place? Alors ça, c'est une excellente question. Alors, échelle de crue, c'est un outil, là encore, de suivi tout à fait complémentaire aux capteurs que l'on aura installés sur les différents cours d'eau. Donc, on a des syndicats qui ont commencé, et je salue l'initiative du président Magro sur le syndicat Hauts-de-Centre, qui a commencé à développer cette initiative. On va très certainement, dans le PAPI 3, démultiplier à partir de l'expérimentation sur Hauts-de-Centre ce genre d'initiative, de telle sorte qu'on puisse avoir un suivi au plus près du terrain en temps réel de l'état de nos cours d'eau. Alors, obligation, non. La seule obligation, c'est la pose des repères de crue, et je l'ai évoqué tout à l'heure. Oui, on l'a vu dans la sensibilisation. On a une question technique qui vient d'arriver sur la réflexion sur le ruissellement. Je pense qu'elle est pour Yann. Yann, en quoi les agriculteurs peuvent-ils aider en termes de réflexion sur le ruissellement ? Alors peut-être une réponse couplée à deux voix entre ma collègue qui est aussi agronome et moi qui suis plus dans les thématiques de l'hydraulique. L'idée, en fait, c'est de réfléchir avec les acteurs agricoles à la réduction justement de ce potentiel de ruissellement en retenant un peu plus l'eau à la source, en travaillant sur des types de cultures, justement avoir du couvert végétal toute l'année et notamment dans les périodes qui sont pas potentiellement favorables aux événements pluvieux importants. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion sur la couverture des sols, mais ça peut être aussi dans le travail sur les haies ou d'autres thématiques, on va dire, d'autres aménagements de rétention le plus possible sur les versants pour freiner les eaux et qu'elles arrivent avec des vitesses moins importantes et également moins de débit. Je ne sais pas, Audrey, si tu veux compléter. Dernière question et ensuite on passera au temps suivant. Où est-ce qu'on en est dans la mise à jour des PCS et quels sont les délais pour le faire pour les communes ? Alors, action là encore emblématique du SMAR. Nous avons développé à la suite du retour d'expérience de 2018 et de 2020 une initiative pour le compte des communes. Donc, nous avons lancé une seconde génération de plans communaux de sauvegarde, puisque dans la première génération, ce sont plus de 240 PCS qui ont été soit élaborés, soit réactualisés. Et le retour d'expérience sur ces outils-là
nous a fait prendre conscience finalement que l'on pouvait encore améliorer ces outils pour les rendre encore plus opérationnels, pour permettre à nos élus de pleinement s'approprier ces outils-là. Et donc, nous sommes en phase de déploiement de cette seconde génération de plans communaux de sauvegarde. Alors la question, c'était aussi combien de temps ça met. Quel délai pour les communes? Quel délai pour les communes? Alors, effectivement, un plan communal de sauvegarde, ce n'est pas un bureau d'études qui va arriver dans votre commune et faire à votre place un PCS. Sinon, le jour de la crise, les élus ne se seront pas appropriés l'outil et donc vont subir. Donc, concrètement, un PCS, ça met entre 6 et 9 mois pour accoucher, je dirais, d'un véritable outil où les élus sont pleinement acteurs de l'élaboration de cet outil de gestion de crise. On voit que cette stratégie, cette gestion de crise, elle est pensée à l'échelle du SMAR, à l'échelle des communes. Mais ce qu'on ne se rend pas toujours compte, c'est que le citoyen, l'habitant, a aussi un rôle prépondérant à jouer dans cette prévention inondation, dans cette protection. Et c'est ce qu'on vous propose un petit peu d'aborder dans la prochaine partie. On vous retrouve ici, du coup, pour une séquence qui est un petit peu plus dédiée au rôle que le citoyen peut avoir dans la protection des inondations. Jean-Marie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que peut faire le citoyen à son échelle pour lutter contre les inondations? Globalement, le citoyen se doit d'agir. Je dirais, à deux niveaux. D'abord, au plus près de son habitation. Et donc, le SMAR, on a développé un programme qui s'appelle Ode à l'abri, qui consiste à déployer des diagnostics de chaque habitation, notamment ceux qui sont le plus en zone inondable, de telle sorte qu'à travers ce diagnostic de bâtiment, nous puissions faire des recommandations, des préconisations à chaque citoyen, enfin à chaque locataire, propriétaire, pour équiper leur maison de dispositifs de réduction du risque. Je prends 3 exemples très simples. Ce qu'on appelle les bâtards d'eau, ces fameux dispositifs qui viennent occulter les ouvertures, que ce soit les portes d'entrée, les fenêtres, les portails, pour éviter que l'eau rentre dans les habitations. Donc ça, c'est le genre d'exemple que nous identifions, que nous recommandons et qui peuvent être accompagnés à hauteur de 80% de subvention. Autre exemple, ce qu'on appelle les clapets anti-retour. Clapets anti-retour qui, on l'a vécu, et je suppose que les sinistrés en parleraient mieux que moi, mais c'est remonté d'eau par les toilettes, par les douches, par les éviers. Et donc, il faut pouvoir obturer ces entrées d'eau pour éviter de s'inonder de l'intérieur. Et puis, classiquement, la rehausse des réseaux électriques vient en général compléter cette combinaison de dispositifs. Donc, intégrer ces prises un petit peu plus haut. On le comprend, dans la maison, il y a déjà pas mal de choses à faire et ça à penser en amont des inondations. Mais sur le moment de l'inondation, il y a aussi des gestes qui sauvent. Alors ces gestes qui sauvent, c'est essentiel. C'est essentiel que chaque citoyen soit acteur de sa propre protection. Alors c'est bête à dire, mais il faut que demain, nous puissions avoir des actions réflexes à l'évocation du risque inondation. Ces actions réflexes, elles font partie d'une campagne nationale de communication et de sensibilisation. Elles reposent sur 8 gestes qui sauvent. Le premier, c'est « je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements ». Donc à l'évocation d'un niveau de vigilance inondation, je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements. Je reste informé, bien évidemment. Aujourd'hui, on croule sous l'information, que ce soit les réseaux sociaux, la télé, la radio. Donc, je reste informé. C'est important. Autre geste qui sauve, je me soucie de mes proches. On le vit aujourd'hui à travers le Covid, mais c'est pareil en période d'inondation. Je me soucie de mes proches, des voisins, des personnes vulnérables. Petit coup de téléphone.
pas en voiture. Exactement. Le petit coup de téléphone qui permet là aussi, de passer les consignes, de dire restez chez soi, ne bouge pas. Je m'éloigne bien évidemment des cours d'eau. Ça semble bête à dire, mais je ne stationne pas sur les berges, sur les parkings inondables, sur les ponts. Donc, je m'éloigne des cours d'eau. Là encore, mesure de bon sens, je ne descends pas dans les sous-sols, je me réfugie à l'étage ou en hauteur. Alors, on a pu le vivre, pas forcément dans l'Aude par ailleurs, mais les sous-sols sont des pièges mortels. Donc, on évite autant que possible de descendre et on ne sort pas. Donc, on s'abrite dans un bâtiment et bien évidemment pas sous un arbre pour éviter le risque avec la foudre. Les 2 derniers points, essentiels, parce que ça, c'est une question... Le réflexe de parents de je vais chercher mes enfants à l'école. Alors, je vais chercher mes enfants à l'école, c'est un réflexe, je dirais presque, c'est tellement humain. C'est tellement humain et pourtant, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi ? Parce qu'on va s'exposer au risque. On va prendre la voiture, on va s'exposer au risque. Et puis, il faut se dire que les enfants dans les écoles, ils sont gérés. Il y a des plans de mise en sécurité. Donc, il y a toute une organisation qui permet de gérer, de confiner, d'isoler, de protéger les enfants dans les écoles. Donc, les professeurs sont formés. Les professeurs sont formés. Il y a là encore des obligations d'exercice, de mise en sécurité pour se protéger par rapport au risque d'inondation. Et dernier point, et là je vais me faire peut-être un petit peu plus solennel, je ne prends pas ma voiture, je ne m'engage ni en voiture ni à pied sur une route inondée. Pourquoi je veux me faire peut-être un petit peu plus solennel ? Parce que ce soit en 99, en 2018 et même ailleurs, on a encore trop de personnes qui décèdent parce qu'elles se sont crues invulnérables. J'ai un 4x4, il y a un peu d'eau sur la route, je connais le coin, je vais passer quand même. Je connais une traverse, un raccourci, il y a de l'eau, je passerai quand même. Voilà. Et là, je crois qu'on est tous responsables que de marteler ce message. On ne doit pas prendre la voiture sur une route inondée. On ne s'engage pas sur des routes inondées. Il y a des barrières qui obstruent, qui barrent les routes. On ne bouge pas les barrières. Derrière, on met en difficulté les services d'incendie et de secours. On se met en difficulté nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment... S'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est vraiment ce message-là. Je ne m'engage pas. 30 cm d'eau suffisent à être emportés. Donc du coup, 8 gestes qui sauvent, 8 gestes qu'on peut retrouver sur le site internet du SMAR. On a parlé tout à l'heure du sondage. Et dans ce sondage, on avait posé quelques questions à la population. Donc du coup, on va tester vos connaissances en direct maintenant. On a préparé 3 petites questions, des questions quelquefois un petit peu pièges. Et ce qu'on vous propose, c'est de voter en direct. Première question, le changement climatique a-t-il un impact sur les risques d'inondation dans mon territoire ? Vous voyez apparaître sur votre écran la possibilité de cliquer sur vrai ou sur faux. Je vous laisse voter et puis on retrouvera la réponse dans quelques instants avec Jean-Marie. On a commencé par la question la plus facile. Je crois qu'à travers les différentes prises de parole, la réponse s'impose. Est-ce que ce n'était pas le but ? Je crois qu'on arrive déjà à avoir quelques résultats. Les résultats s'affichent sur votre écran. Bon, la réponse est évidemment vraie. Je crois que si on doit matérialiser ça par quelques exemples, effectivement, on a une accélération des phénomènes d'inondation. Et puis, on a surtout des intensités qui sont de plus en plus fortes. Et puis, dérèglement climatique, on le vit, c'est vrai, au quotidien. On avait l'habitude d'avoir des périodes à risque, l'automne, parce que la Méditerranée est chaude. Et donc, on a septembre, octobre, novembre des épisodes. Puis, on a bien vu que on peut avoir une gestion de crise en janvier, en mai. Donc aujourd'hui, le président du SMAR a l'habitude de dire les inondations, c'est plus oui, non, mais c'est où et quand.
On a commencé un petit peu facile avec cette première question. On passe à la seconde. C'est à la collectivité d'entretenir le cours d'eau qui passe sur mon foncier. Donc mon foncier, ça peut être qui passe au bas de ma maison, qui passe dans mon jardin. C'est donc la collectivité ou pas qui doit entretenir ce cours d'eau. Vous pouvez voter, toujours vrai, faux. Et on va retrouver assez rapidement les résultats et Jean-Marie nous donnera la réponse. Je vois qu'il y a des premiers résultats qui apparaissent en ligne. Jean-Marie ? C'est une question qui est pas évidente parce que, en tout cas, on nous la pose bien souvent. Et donc, ça nous a semblé important en tout cas, de vous la poser pour avoir votre retour. Alors, la bonne réponse, c'est faux. C'est faux, pourquoi ? Parce que c'est le propriétaire riverain qui est responsable de l'entretien du cours d'eau qui passe sur sa propriété. Alors, ça, c'est important de le rappeler, parce que bien souvent, on pense le contraire, alors que c'est vraiment l'obligation du propriétaire riverain que d'entretenir un entretien courant de son cours d'eau. Voilà, quand on parle de cet entretien, on ne parle pas d'un gros entretien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, souvent, on me la pose, cette question, hein. Qu'est-ce que vous mettez derrière l'entretien courant ? Ben, finalement, l'entretien courant d'un cours d'eau, c'est ce que le propriétaire peut faire sans mécanisation, ce que le propriétaire peut faire par ses propres moyens, avec une tronçonneuse et ses petits bras, je dirais. Mais toute petite action, mis bout à bout, si chaque propriétaire riverain arrivait à faire tous les ans ces petits travaux, mais mis bout à bout, ça a une réelle efficacité. Et en vis-à-vis de cela, ben, la collectivité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vient par carence, par substitution, pour pouvoir faire des travaux beaucoup plus importants dans le cadre de déclarations d'intérêts généraux. Donc la politique du petit colibri, faire ses petits travaux, et la collectivité s'occupe de travaux un petit peu plus globaux. Question 3, et qui sera notre dernière question. Une digue a été construite en amont de chez moi. Je suis donc protégée contre les inondations. On se donne quelques instants avant de découvrir la réponse. Oui, c'est une question aussi qu'on nous pose très souvent sur le terrain. Et la réponse n'est pas toute aussi évidente, je dirais. Ne leur donne pas la réponse dès le début. Les résultats, c'est à la fois vrai et faux ? C'est effectivement vrai. Et donc, ça s'explique clairement, hein. Vous avez un ouvrage de protection contre les inondations qui est construit. Cet ouvrage, il a été construit pour une occurrence de crue. Donc, vous êtes protégé derrière cet ouvrage qualifié à la hauteur de l'occurrence de crue pour laquelle il aura été construit. Par contre, c'est faux. Et c'est faux parce que un ouvrage, ça reste un ouvrage. Et donc, il y a un risque de rupture. Donc, on n'est pas totalement protégé derrière l'ouvrage. Et puis, un ouvrage, il a été, je l'ai dit, qualifié pour une hauteur d'eau, pour une période de retour d'une crue. Et rien ne dit que cet ouvrage ne sera pas surversé, que l'eau ne passera pas derrière l'ouvrage. Et donc, vous n'êtes pas protégé derrière, systématiquement, en tout cas, derrière un ouvrage de protection contre les inondations. Merci Jean-Marie. Ces 3 petites questions, ça nous a permis aussi de nous rappeler d'autres petits réflexes à avoir. Et on va maintenant passer au temps de participation. On arrive au moment de participation. Ce moment de concertation, l'objectif, c'était en premier de vous informer, en deuxième de répondre à vos questions et en troisième de vous faire participer. Ça va être l'objet de la demi-heure à venir. Vous allez être automatiquement redispatchés dans des petits groupes de travail. Et en fait, pendant 30 minutes, à l'intérieur de ce groupe de travail, vous allez avoir des animateurs. Et l'objectif de ces animateurs, c'est de voir avec vous quelles sont les actions prioritaires qui sont à mettre en place dans le cadre du PAPI 3. Donc vraiment sur quoi vous souhaitez insister, orienter ce PAPI 3 et toute contribution du grand public sera déversée dans le diagnostic et dans la stratégie du PAPI 3 comme l'ont été celles des élus et des partenaires.
On va se retrouver d'ici une trentaine de minutes. Vous allez être redispatchés là dans les groupes de travail. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à tous pour vos participations. Donc, on est en train de se rejoindre de nouveau en plénière. Ça se fait pareil, de manière automatique. Pendant que vous étiez en groupe de travail, Jean-Marie et moi, on a un petit peu regardé ce qui se disait sur la plateforme de concertation. On a travaillé. On a travaillé, mais vous aussi. Donc, on a un petit peu pris note de tout ce qui est sur la plateforme de concertation. Et on a vu qu'il y avait des thématiques qui ressortaient. Une première thématique qui est sur l'entretien des cours d'eau. Alors effectivement, énormément de contributions sur l'entretien des cours d'eau. Donc je vais essayer de synthétiser ces contributions. D'abord, beaucoup de demandes relatives à la compréhension du fonctionnement de ces cours d'eau, et notamment sur l'entretien, comment il faut entretenir les cours d'eau, développer un guide des bonnes pratiques. Ça a été dit, communiquer sur les droits et devoirs des propriétaires. Et puis, finalement, on nous a aussi pas mal interpellés sur mieux comprendre pour mieux agir. Mieux comprendre pour mieux agir. Donc, effectivement, notre territoire est soumis à deux types de crues, ça a été dit, les crues torrentielles. Et là, la réponse opérationnelle par rapport à l'entretien des cours d'eau consiste à casser les vitesses. Il faut pouvoir dissiper latéralement l'énergie de la rivière et donc développer ce qu'on appelle des champs d'expansion de crues, des espaces de bon fonctionnement, des espaces de mobilité des cours d'eau. Entretenir aussi, en termes de gestion des rivières, ce qu'on appelle aussi des pièges en bac là, pour pouvoir filtrer, stocker finalement ces branches, ces troncs qui occasionnent nombre de dégâts et qui ont été très endommageants à l'occasion des différentes crues. Et puis, on a eu aussi pas mal de questions sur les atterrissements, ces fameux bancs de gravier qu'il faut gérer. Alors, vous l'avez vu dans les différentes présentations, pas assez de cailloux, c'est un problème. Trop de cailloux, c'est aussi un problème. Donc, il faut pouvoir gérer ces bancs de gravier. Je rebondis sur l'histoire des cailloux et sur le petit caillou que vous apportez chacun. J'ai oublié de le préciser, il y a eu plus de 120 contributions pendant ces ateliers. Et je me permets, parce que moi aussi j'ai failli à mes obligations, vraiment remercier l'ensemble des contributeurs, d'abord pour la quantité, mais aussi pour la qualité. Et je puis vous témoigner que ça n'a pas été un exercice simple que de synthétiser tout ça. Oui, mais du coup, on peut attaquer le deuxième thème qui est sur la communication et la concertation. Ce qu'on a vu un petit peu dans vos contributions, c'est qu'il fallait communiquer sur le rôle des différents acteurs, faire aussi de certains acteurs du territoire de véritables ambassadeurs, comme par exemple les élus. On a eu aussi plusieurs réflexions qui sont menées autour des relations qu'on devait mettre en place dans le cadre de ce papier avec les agriculteurs. On y reviendra tout à l'heure. Mais surtout, ce que vous nous avez dit, c'est qu'il fallait que cette communication, cette information, elle soit faite auprès des habitants. Et que les objectifs de cette information, c'était avant tout de rassurer. Rassurer, effectivement. Et j'évoquais tout à l'heure comprendre pour mieux agir. Et on a eu l'occasion d'avoir pas mal de retours sur ce qu'on appelle les retours d'expérience. Retours d'expérience sur l'immédiate après-crue. Effectivement, les élus ont un rôle à jouer, mais je pense que tu vas en parler. Et ces retours d'expérience sont essentiels pour que la population comprenne ce qu'elle a vécu. Il a été évoqué le rôle des ouvrages, des barrages. Donc, démystifier un petit peu tout ça, rapprocher l'information au plus près des citoyens. Ce qui a été demandé aussi dans le cadre de cette information, c'est qu'on rende compte régulièrement, peut-être plus régulièrement, des avancées du PAPI, de ce qui est mis en place dans le cadre de ce PAPI. On parlait tout à l'heure des agriculteurs.
il y a eu plusieurs contributions autour du rôle des agriculteurs, de ce que les agriculteurs pouvaient aider à mettre en place et des relations qu'ils devaient entretenir avec le SMAR. Effectivement, c'est remonté de nombreuses contributions. Le rôle essentiel des agriculteurs. On le sait, on travaille avec eux, ils ont un rôle fondamental, que ce soit à travers l'entretien des cours d'eau, bien souvent ils sont en proximité immédiate de nos rivières. Donc ils ont un rôle essentiel, notamment aussi à travers le type de culture qu'ils développent. Et ça nous a été remonté de travailler en relation avec les agriculteurs pour moduler le type de couvert végétal pour assurer un frein aux écoulements. Donc ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. C'est expérimenté actuellement sur un territoire qui est le Fresquel. Et donc, on a la volonté, et vous l'avez parfaitement fait remonter, de développer cette expérimentation à l'échelle de l'ensemble du bassin versant comme une véritable réponse aux freins aux écoulements et au ruissellement. Donc on l'a vu, ce rôle de l'élu, ce rôle des agriculteurs, ces partenariats encore à renforcer. Autre partenariat et autre sujet qui a été au cœur des participations, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Urbanisme, aménagement du territoire, effectivement, et en lien effectivement aussi avec le ruissellement. Ça a été largement commenté. L'urbanisme, effectivement, tenir compte de l'expérience et de l'histoire. C'est fort de sens. C'est fort de sens, tenir compte de ce qu'on a vécu pour tenter de ne plus le revivre. Donc là aussi, les élus ont un rôle à jouer. Rôle à jouer dans l'urbanisme, ça a été remonté prévenir plutôt que guérir. Et puis ce lien sur le ruissellement, important à travers la désimperméabilisation des sols ou éviter d'imperméabiliser les sols. Dernière thématique, on l'a vu, l'élu est toujours au cœur de la demande en termes d'inondation. Pas mal de participation pour renforcer la formation des élus, renouveler la formation de ces élus, faire de ces élus ce qu'ils sont déjà des véritables relais du SMAR sur leur territoire. Les aider, les accompagner dans la délivrance des accords, des permis de construire, des lotissements, pour qu'on rende tout cet urbanisme et cet aménagement du territoire plus résilient. Plus résilient, cet aménagement du territoire, cet urbanisme, je crois que là encore, on est dans une anticipation, une action préventive. Et effectivement, qui mieux que les élus sont concernés en proximité immédiate avec nos concitoyens pour développer les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour assurer une gestion du risque inondation. Donc, effectivement, c'est un champ sur lequel on démarre et pour lequel il va falloir intensifier nos actions. Donc on vous a fait un rapide compte-rendu de ce qui s'est passé dans les 9 groupes de travail qu'il y avait. On vous invite, si vous le souhaitez, à continuer de participer via la plateforme de concertation colidé.com/papi3. Cette plateforme, elle va rester là pendant toute la durée du projet. Elle sera régulièrement mise à jour, donc n'hésitez pas à vous y rendre et à venir toujours compléter le diagnostic, la stratégie. On va maintenant, c'est presque la fin, on va bientôt conclure. On vous retrouve donc pour la conclusion de notre émission d'aujourd'hui. Le replay de cette émission donc, sera aussi disponible sur Colidé, je pense, dès demain ou après-demain. Jean-Marie, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les suites de la démarche maintenant qu'on a fait ce travail diagnostic un petit peu stratégie? Bon, effectivement, je le répétais, c'est un long chantier que de construire un PAPI. Aujourd'hui, nous étions là pour co-construire, valider, compléter, amender ce diagnostic si important et qui va être le préalable à toutes les autres démarches. Donc, les prochaines étapes vont consister à construire techniquement ce plan d'action et le décliner. Donc, cette stratégie et le décliner en plan d'action.
Nous aurons également un travail important de chiffrage budgétaire de tout ce PAPI, ce qui nous amènera en fin d'année à reproduire ces séances de concertation, à la fois avec les élus, les personnes associées, les institutions, mais aussi le grand public. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir, de nous re-rencontrer pour parfaire, finaliser ce PAPI 3 que nous déposerons en 2022 pour une labellisation en 2023. On ne s'oublie pas, entre deux temps de concertation, on a aussi les lettres d'information qui seront mises en ligne sur le site du SMAR et aussi sur la plateforme de concertation, qui vous permettront de prendre connaissance des dernières actualités du PAPI. On va conclure. Éric, je te laisse le mot de conclusion sur cette concertation très riche aujourd'hui. Bien, écoutez, un mot qui est à la fois enthousiaste et très optimiste. Moi, je voudrais vous remercier sincèrement à tous pour votre participation. Julie l'a dit à plusieurs reprises, même Jean-Marie, je crois que la co-construction n'est pas une posture du SMAR, mais un vrai état d'esprit. Un état d'esprit qui nous anime depuis très longtemps. Vous rappelez que le SMAR, c'est une ambition, mais c'est aussi et surtout une histoire. Une histoire qui s'appuie sur des valeurs d'humilité qui doivent être chevillées au corps de nous les élus, parce que nous savons tous pertinemment que ce changement climatique va nous impacter dans des proportions que nous ne connaissons pas aujourd'hui et qu'il faut appréhender l'avenir avec beaucoup de lucidité, mais encore une fois avec beaucoup d'humilité. Donc je voudrais encore une fois très sincèrement vous remercier Ethics pour la qualité de cette concertation et la qualité des moyens qui ont été mis en œuvre. Et je vous dis à très bientôt pour que nous poursuivions ensemble cette co-construction qui est l'affaire de tous, l'affaire du SMAR, l'affaire de ces syndicats et l'affaire de tous les citoyens qui composent ce beau territoire. Merci beaucoup. À très bientôt et bonne soirée.